hello et salut des pieds jusqu'à la tête de la mode à la culture. Version française vous rhabille avec les tendances d'aujourd'hui et de demain. Et c'est tout de suite. Redonnez de l'éclat à votre argenterie ternie et bien plus encore, c'est le quotidien de François Cadoret. Un œil averti pour une mode éternelle, le créateur Rabbi Kairouz jongle entre inspiration libanaise et influence française. On vous fait voir la vie en bleu avec un repérage 20 milieux sous les eaux turquoises de piscine de la capitale. En un tour de main, Corentin Brison donne vie à la porcelaine, tasse, assiette, mug, saladier, une relève qui fait tourner la tête. Beau pour les yeux, bon pour la tête, le tout en version 100% française, c'est point de vue. Tatouez vos convives d'un portrait de vous et votre chéri pour une soirée, c'est possible. Ne prenez pas le melon, on parle d'une version éphémère bien sûr. C'est le concept de Lily Mandrill qui croque votre visage et qui en fait de jolis tatous. Mariage, bar mitzvah, baby shower ou anniversaire de votre chien, tous les événements y passent. Fondés au XVe siècle, les hospices de Beaune n'ont rien perdu de leur superbe. De l'extérieur, impossible de passer à côté de son style gothique, typique de l'architecture bourguignonne. Et de l'intérieur, reconversion professionnelle pour ces bâtiments majestueux qui abritent désormais un musée dédié à la médecine. Allez, dites 33. Vous trouvez Blanche-Neige barbante, Cendrillon gnangnan et Belle superficielle. Ouvrez ce livre d'histoire pas comme les autres. Ici, les femmes sont pirates scientifiques, espionnes, chanteuses, guerrières. Elles brisent les stéréotypes et encouragent les garçons et les filles à suivre leurs rêves, même les plus fous. Un mot d'ordre pour la marque de cosmétiques française, les huilettes, 100% naturelles. Ici, huiles végétales et huiles essentielles allient leurs forces et se mettent au service de tous les types de peau. Leurs bienfaits sont connus depuis l'Antiquité et ce sont Pascal et Claire, les fondatrices, qui les remettent au goût du jour. L'argenterie de mamie se refait une jeunesse et les bijoux suivent le guide avec François Cadoret, un orfèvre pas comme les autres qui nous ouvre son atelier. Situé en plein cœur du Marais, l'atelier Rouge-Pulon restaure vos pièces de famille depuis 1945. François Cadoret, orfèvre depuis plus de 35 ans, dirige cette maison labellisée Entreprise du patrimoine vivant. Spécialisé en dorure, argenture et patine, l'atelier redonne de l'éclat à des pièces d'exception, parfois vieilles de plusieurs siècles. Dans les restaurations, on a souvent la chance de travailler sur des pièces de très haut de gamme ou très anciennes ou fabriquées par des artistes très connus. Donc là, effectivement, il y a tout le travail historique de recherche sur la fabrication de la pièce pour comprendre l'esprit dans lequel ça a été fait. Donc effectivement, oui, on a une chance, beaucoup de chance de pouvoir côtoyer tous ces objets-là. Et c'est une vraie caverne d'Ali Baba. On a trouvé un vieux trophée des victoires de la musique, une applique scandinave plus toute jeune, des casseroles de grands chefs et tout un tas d'autres pièces gorgées d'histoire. Parmi les techniques utilisées pour donner une deuxième ou troisième jeunesse à tout ce beau monde, il y a le brunissage à la pierre d'agate qui permet de donner de la brillance à l'or une fois redoré. Un travail long et physique. L'or déposé est mat. En fait, il n'a pas la même densité qu'un lingot d'or. Il est un petit peu plus rugueux sur la surface, donc d'aspect mat. Et pour le refaire briller, en fait, on écrase les molécules d'or par compression avec le brunissoir à la main, ce qui le fait briller. En fait, ce sont les mêmes techniques qui sont utilisées depuis les débuts de la dorure au mercure. Et même avec une bonne vue, il est recommandé d'avoir des loupes pour faire la dorure épargne. Cela consiste à ne dorer qu'une partie d'un objet à l'aide d'un vernis appelé épargne. On va essayer et réussir bien sûr de dorer uniquement les décors en relief, les fleurs, les grappes de raisin, etc. Pour ça, la technique est assez simple. En fait, on protège toutes les parties que l'on ne veut pas dorer par un vernis. Comme ça, au moment de l'électrolyse, l'or ne se déposera que sur les parties qui ne sont pas protégées. Ensuite, on enlève le vernis, on repolit les pièces et on a le contraste entre la dorure et l'argent. Une fois l'épargne minutieusement appliquée et la dorure effectuée, on peut facilement enlever l'épargne dans un bain de dissolvant très fort.
Et comme par magie, les couverts brillent comme un sou neuf. Muriel, qui elle aussi est dans le métier depuis plus de 30 ans, patine les pièces qui viennent d'être redorées pour se rapprocher de l'état d'origine. Muriel utilise de la patine noire, marron et même parfois de la poussière. C'est pour casser la couleur, pour essayer de se rapprocher le plus de la pièce d'origine. Parce qu'étant donné qu'on a fait une soudure sur la pâte du coq, on a été obligé de redorer, puisqu'il n'y a plus du tout de dorure dessus. Regardez la différence, on s'approche de plus en plus du modèle. Mais des fois, on est obligé de faire plusieurs différentes patines pour encore s'approcher plus. Toutes les techniques utilisées sont vieilles de plus de 200 ans, mais certaines ont dû s'adapter à quelques détails majeurs, comme par exemple les nouvelles normes de pollution et de toxicité. Du coup, impossible de vous montrer les bains de dorure ou d'argenture. Les bains d'argenture ou de dorure contiennent du cyanure, donc est un produit pas très polluant mais extrêmement dangereux. Donc au niveau toxicité, on a le droit bien sûr à 0 rejet. Ensuite pour les opérateurs, il y a parfois des vapeurs qui sont dégagées, etc. Tout ça doit être retraité. Et donc c'est pour ça qu'on ne vous montre pas les ateliers ici, parce qu'on a été obligé de les déplacer pour les moderniser et qu'en fait on ne les visite pas tout simplement. On ne voit pas les bains, mais voici quelques avant-après assez spectaculaires. Certaines pièces arrivent en piteux état, mais comme le dit François... En général, ce sont des pièces qui ont un siècle d'utilisation, donc ça n'est pas anormal de les entretenir une fois tous les 100 ans. Un atelier parfois aussi vieux que les pièces qu'il restaure et qui fait perdurer des savoir-faire devenus rares. Un vêtement qui doit pouvoir être porté confortable et fluide tout en restant stylé et chic, c'est le créateur Rabbi Kairouz qui nous en donne la recette. C'est dans ce très ancien théâtre du 6e arrondissement de Paris que le plus parisien des créateurs libanais, Rabbi Kairouz, a établi ses quartiers. Rabbi a quitté le Liban à 12 ans pour apprendre le métier de ses rêves à Paris. Après plusieurs expériences, il retourne à Beyrouth, puis revient quelques années plus tard. Cette double culture, il en a fait une véritable force et puise un peu partout ses inspirations. Et en grand amoureux des tissus et des matières, ce qui guide sa création, c'est surtout le langage du tissu. Un processus que j'adore, c'est prendre le tissu, le façonner et suivre ce qu'il veut. Sur le mannequin directement, et souvent ensuite je dessine. Rabbi apprivoise le tissu, l'essaye, le froisse et petit à petit se profile un mouvement, une silhouette. Et une fois satisfait de ses essais, comme un cuisinier, Rabbi note sa recette, ou plutôt il dessine des profils, mais toujours de façon assez vague. J'exprime une attitude et après quand je donne aux modélistes qui vont faire les recherches, déjà, ils vont juste se baser sur cette silhouette et ce n'est pas un vêtement bien précis. Ça laisse plus de liberté dans nos gestes et dans nos manipulations. Et là, vous fixez les deux bretelles, vous les fixez ici, et là pareil, vous les fixez là en laissant ça à l'extérieur. Ok, voilà, merci. Et quoi de mieux que d'essayer les formes qu'il façonne sur les femmes qui l'entourent? Car après tout, le vêtement doit vivre. Là, c'est vraiment un essayage de forme. Après, on va, à partir de là, refaire une toile pour mieux ajuster sur le corps. Là, c'était juste pour l'effet. Ok. J'aime qu'on parte sur une idée de long. Ça a une belle, plus jolie. Essayez-le. Voilà. Rabbi Kairouz imagine des vêtements haute couture, du prêt-à-porter et également des bijoux. Et là aussi, sans aucune surprise, Rabbi fait confiance à son instinct. L'histoire des bijoux a commencé un peu avec ce plateau, cette balade en bord de mer, en découvrant tous ces petits cailloux, ces coquillages, ces déchets, façonnés et complètement transformés par le sable, le vent, l'eau. Je m'étais dit pourquoi inventer des formes alors que la nature a fait de très belles choses. Et comme pour tout le reste, Rabbi réfléchit surtout en équipe. Alors
Moi, je pense que pour cette taille-là, les cailloux là naturels sont assez bien. Blanc, c'est très très beau. Blanc, c'est joli. Vraiment Blanc, c'est sublime. Et du coup, imaginez les bagues. Non, par contre, l'intérieur reste poli. Comme nos bangles, c'est un petit peu notre marque de fabrique avec la grenade. D'accord. Mais comment imagine-t-il la femme qui porte des bijoux et des vêtements Rabie Kérouz? J'aime habiller une femme libre, qui n'a pas de compte à rendre, qui invente sa propre façon de s'habiller, qui invente son propre style. Et mes vêtements sont faits pour qu'elle les transforme, pour qu'elle les mélange, pour qu'elle leur donne une autre vie. Je donne une forme, je donne comme si c'était un espace, mais on l'habite comme on veut. Depuis plus de 20 ans, Rabie Kérouz sublime les femmes qui donnent vie à ses créations. Et vu que son instinct lui dit de continuer, on n'a pas fini d'en entendre parler. Bonjour Rabie Kérouz. Bonjour. Merci de nous recevoir dans votre très beau showroom. Je suis ravi d'être aussi dans votre émission. Rabie, déjà très jeune, quand vous aviez 12-14 ans, vous avez dit « moi je veux faire des vêtements ». Et ce qui m'intéresse dans la remarque, c'est faire. Et encore aujourd'hui, vous aimez toucher la matière, dessiner, draper, c'est faire quelque chose avec vos mains, avant tout. C'est fondamental. Pour moi, j'exerce un métier, je suis couturier. J'aime créer les vêtements en les faisant, en touchant les matières, en drapant un tissu, en moulant un corps, en créant des volumes. Et j'adore le vêtement, j'adore habiller les femmes. Et au-delà du vêtement, l'ensemble doit susciter une émotion. C'est l'émotion qui est très importante et on le voit d'ailleurs quand on regarde vos défilés. Ce sont des performances, très souvent, ce n'est pas que des simples défilés. Ça contribue à susciter une émotion. Étant donné que je travaille, je fais pratiquement chaque pièce de la collection, j'ai une équipe formidable qui me suit et qui met beaucoup de cœur dans ce travail. Et je crois en mettant autant d'émotions, en faisant ce vêtement, en le créant, en le coupant, en le fabriquant. J'essaye pendant ces 10 minutes de transmettre cette émotion qu'on a eue pendant les 6 mois de préparation. C'est assez intense un défilé parce qu'on n'a que 10 minutes pour montrer tout ça. Mais c'est très important pour moi de transmettre quelque chose. Ce qui vous a emmené là, oui. En fait. Et d'ailleurs, cette émotion, elle est palpable. Et quand vous créez un vêtement, vous ne suivez pas les tendances, il n'y a pas de mode, il n'y a pas de... Comment ça se passe? Vous suivez votre instinct? Ce qui m'intéresse, c'est habiller les femmes aujourd'hui et que ce vêtement restera parfaitement pour demain. Je vis ma période, votre époque. Mon époque, tout à fait. Donc c'est ma mode qui revient, c'est mon style, mon attitude, mon instinct. Il y a la haute couture d'un côté, le prêt-à-porter, et le prêt-à-porter, c'est plus le vêtement unique, créé juste pour un corps, c'est un vêtement créé pour toutes les femmes. Est-ce que c'est aussi un juste équilibre à trouver? Moi, j'ai voulu ramener l'émotion et l'attention qu'on a dans les vêtements en couture aux vêtements prêt-à-porter. J'essaie de relever ce défi tout le temps, de garder cet aspect, cette émotion et cette attention dans mes collections prêt-à-porter. Je fais mes collections, c'est un mélange de couture et de prêt-à-porter, de flou et de tailleur, d'Orient et d'Occident. Et vous transmettez ce savoir-faire? C'est important. Quand on aime quelque chose, on a envie de la partager. Je la partage déjà avec mon équipe qui, eux, partagent aussi leur savoir-faire avec moi. J'ai créé, il y a 10 ans maintenant, une fondation au Liban pour aider les jeunes créateurs. Parce que j'estime que c'est une chaîne, c'est un cercle, un cycle. Rabie, quand on regarde votre parcours, quand j'ai préparé notre entretien, on a cette impression de fluidité, de légèreté, d'évidence. Déjà très tôt, vous avez votre vocation, vous faites l'école à Paris, vous revenez à Beyrouth, vous commencez à créer, et puis ça s'enchaîne, vous trouvez un lieu
absolument incroyable à Paris, qui vous ressemble, qui exerce encore plus, qui met en valeur vos créations. Est-ce que c'est vrai tout ça? Est-ce qu'on a l'impression que vous n'avez jamais stressé, jamais douté, jamais galéré? C'est vrai ça? Je cache un peu mon jeu. En fait, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu cette chance de vivre tranquillement mon enfance, d'avoir une famille extraordinaire. J'ai quand même travaillé, mais j'ai eu la chance, dès le départ, de faire ce que j'aime. J'ai eu la chance d'être tout de suite dans des sublimes maisons pour faire mes stages, où j'ai beaucoup appris. Après, j'arrive au Liban, c'était l'après-guerre. Tout le monde attendait des nouveaux entrepreneurs. J'ai pris des choix parce que comme je suis instinctif, donc je ne calcule rien. Donc des fois, j'ai payé assez cher le prix de ma spontanéité. Mais en même temps, je suis sûr de ce que je fais et j'ai pu tenir et je tiens toujours à cause de ça. En fait, vous êtes vraiment un enfant prodige de la mode. Si, je ne suis plus un enfant, malheureusement. Mais... Oui, mais... Bah, écoutez, c'est très gentil. Je crois que je suis quelqu'un qui aime son travail et qui le fait avec bonheur, avec bonheur et talent. Merci beaucoup, Ravi. Merci beaucoup. Devenez la terreur des pédiluves avec un repérage aux 1000 reflets et aux saveurs d'été. Paris pour les amoureux de la piscine, c'est tout de suite. Repérage, c'est votre rubrique dénicheuse de bons plans parisiens. Cette semaine encore, on a marché, couru, rampé, arpenté, cheminé, exploré les rues de la capitale pour des découvertes les pieds dans l'eau. Première escale, l'emblématique piscine Molitor, un joyau art déco. Construite en 1929, elle est vite devenue la piscine mondaine de la capitale. Ces deux bassins ont vu défiler des personnalités et des événements fastueux. Boris Vian a longtemps écumé les lieux et c'est ici que le tout premier bikini au monde a été présenté en 1946. À Molitor, on venait plus pour se montrer que pour barboter. Les femmes venaient avec des très belles toilettes, elles se parfumaient pour aller à la piscine, elles se maquillaient pour aller à la piscine. Les hommes essayaient de rencontrer leurs futures femmes. Ça a toujours été un lieu de vie où il se passait plein de choses. Une piscine municipale, normalement, on n'a pas autant de points où on peut boire un verre, dîner et même faire la fête. Depuis 2014, Molitor est un hôtel de luxe. Difficile de piquer une tête sans se ruiner, mais il y a quelques années, c'était une toute autre histoire. En 1989, le lieu trop vétuste est fermé et classé monument historique. Molitor devient alors incontournable pour l'underground parisien. Beaucoup de graffeurs ont repéré Molitor, ont investi Molitor, donc ils sont rentrés par les petites portes, ils montaient des échelles, ils escaladaient les murs. Ils se retrouvaient dans ce bâtiment gigantesque complètement vide. Et alors là, c'était la fête à l'aérosol. À Molitor, dans les années 2010, vous aviez un bâtiment recouvert de graffiti. On voyait même plus la couleur originelle des murs de Molitor. Aujourd'hui, le bassin d'hiver se la joue galerie d'art. Les 70 cabines arborent des œuvres des grands noms du street art. Pour une plongée dans l'art urbain, plus besoin de faire le mur, juste de s'inscrire pour une visite gratuite. C'est bien joli, mais quand est-ce qu'on se mouille? Pas encore, enfin, c'est vous qui voyez. À l'Aquarium de Paris, la baignade n'est pas vraiment recommandée. Sauf pour Claire, la sirène de la capitale. Créature mythologique bien réelle, elle se présente toutes les semaines au public, en chair, en os et en écailles. Pour un spectacle qui fait salle comble, elle partage la scène avec des dizaines de poissons, une petite raie et même un requin. Claire est une figure de proue d'une mode qui monte, le mermaiding, la natation sirène. Sans aller jusqu'à tutoyer les dents de la mer, des amateurs commencent à se laisser tenter. Bien sûr, c'est abordable pour tout public. Alors, pas avec peut-être des costumes de 15 kg, mais par exemple avec des costumes en tissu, avec des jolies petites nageoires. Voilà, pour au moins apprendre à nager pieds joints, à onduler comme une sirène. Oui, il y a beaucoup de gens qui aiment ça. Avec ce spectacle, l'Aquarium veut sensibiliser le public à la beauté des fonds marins. Vous êtes conquis? Il est l'heure d'enfiler un masque et des palmes pour vous aventurer dans le Grand Bleu. Non pas de lagune paradisiaque à Paris, mais quelques centres de plongée comme ici à Villeneuve-la-Garenne dans les Hauts-de-Seine. Une piscine un peu spéciale gérée par l'UCPA
où 40 000 personnes se pressent chaque année pour pratiquer la plongée sous-marine. Dans la formule, ni poissons multicolores, ni épaves mystérieuses, mais 3 fosses de 5, 10 et 20 mètres de profondeur. On vient dans cette fosse pour découvrir la plongée, découvrir les sensations qu'on a sur nous-mêmes sur la plongée. Le but, c'est d'apprendre des techniques pour quand on arrive dans un milieu naturel en mer, on puisse être déjà en sécurité et pouvoir profiter directement de la mer, de se dire « Ah, c'est joli, super », pas avoir à refaire tous les petits exercices en mer et peut-être rater des belles choses qu'on aurait pu voir là-bas. Débutants ou confirmés, en apnée ou avec des bouteilles, sous la surface ou dans les abysses, c'est un vrai balai en apesanteur. Azur, marine, turquoise, 50 nuances de bleu pour rêver un peu jusqu'aux prochaines vacances au bord de l'eau. La poésie s'incarne parfois dans des objets, comme aujourd'hui dans les créations douces et parfois irrévérencieuses de Corentin Brison. Dans le tumulte du 10e arrondissement parisien, un atelier suspend le temps avec des céramiques. Une vaisselle artistique signée Corentin Brison, un jeune homme qui a eu plusieurs vies. Après quelques années dans l'hôtellerie, il est retourné sur les bancs de la fac pour apprendre le droit et l'histoire de l'art. En voyage sur l'île de la Réunion, il a découvert la céramique aux côtés d'une grande dame du milieu, Yasmine Dindar. Une révélation. C'est vraiment une rencontre qui a changé ma vie. Il n'y a pas d'artiste, pas d'artisan dans ma famille. Voilà, vraiment rien ne me destinait à ça. J'ai toujours aimé les activités manuelles, mais en loisir, sans pouvoir imaginer en faire un métier. Réceptionniste, chef de rang, étudiant, toujours trop speed pour Corentin. Alors, il a tout plaqué pour faire de la poterie à plein temps. C'était aussi une sorte de thérapie. C'était se recentrer sur soi, c'était un contact avec la matière, des sensations. Il y a un côté hypnotisant, le tour sous les yeux, et le contact avec cette matière très douce, c'est très reposant. On oublie tout, on oublie le bruit, on oublie ce qu'on pouvait avoir dans la tête, on se concentre que sur ce qu'on voit et sur nos mains. Cette matière, c'est la porcelaine. Corentin aurait pu travailler le grès ou la faïence, mais c'est elle qui l'a choisie pour sa douceur et son exigence. C'est une terre vivante, c'est-à-dire qu'elle a une mémoire de forme. Si on vient la brusquer à un moment, elle se redéforme à la cuisson. Donc elle nous oblige à la travailler avec délicatesse. Faire un faux mouvement, tirer un petit peu fort sur la terre. Vouloir travailler un peu vite, c'est impossible avec la porcelaine. Il faut vraiment prendre son temps. Et du temps, il en faut. Chaque nouvelle poterie passe d'abord 3 jours sur une étagère pour sécher une première fois. Vient ensuite le moment des finitions. C'est le tournassage. La terre, là, elle est encore humide à l'intérieur. Donc je peux venir la gratter et ça fait des petits copeaux comme quand on gratte du chocolat. Une petite signature et c'est reparti. Corentin laisse sa trace et son univers sur la terre encore fraîche. Alors moi, ce qui me plaît énormément, c'est la recherche de forme. C'est tout le travail en amont avant de créer la forme. Une de mes spécialités, c'est de faire des bols carrés. Les pièces sèchent encore 3 jours et sont décorées. Et Corentin puise dans ses années de fac pour trouver l'inspiration. Miro, Cocteau, Picasso ou encore Pollock renaissent sur la porcelaine. J'ai été touchée par certains artistes, il y a des styles qui me plaisent particulièrement et j'essaye de les reproduire également, de m'en inspirer pour mes céramiques. Les pièces de poterie vont passer 2 fois au four à plus de 1000 degrés et être émaillées. Il leur faut au moins 8 jours pour être prêtes à accueillir une soupe, un café ou un bouquet de fleurs. Seul dans son atelier ouvert en juillet 2017, Corentin attire déjà les commerçants locaux. Peut-être aussi grâce à sa communication bien sentie. J'ai toutes les semaines de nouveaux projets qui arrivent sans que j'ai besoin de démarcher qui que ce soit. Je l'explique par un désir de se démarquer. Quand je pense aux restaurateurs notamment, quand ils viennent me voir, ils me disent tous « on en a marre de la vaisselle qu'on peut voir dans tous les restaurants, on veut une identité, on veut qu'il y ait quelqu'un derrière nos assiettes, on veut une histoire à raconter ». Assiettes, vases et même des verres à shooter pour un nouveau bar à cocktail, à 29 ans, Corentin donne aussi des cours et ça marche plutôt bien. C'est important de perpétuer ça. J'espère créer de nouvelles vocations. C'est quand même un métier difficile, physique, qui se perd un petit peu. Et voilà, j'espère qu'il y a une nouvelle génération qui va prendre la relève. Je me sens toujours pas légitime, mais quand j'apprends aux gens à réaliser un objet, ils finissent par y arriver. Donc je me dis que ça doit quand même fonctionner.
et en haut, tu relâches un petit peu pour passer. Sans prétention, Corentin partage pendant un mois son atelier avec une jeune stagiaire. Sans doute une manière de façonner à son tour les céramistes de demain. La version française est déjà terminée, mais on se retrouve très vite et n'oubliez pas, restez chic toujours. Bye!